Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence à destination des seniors. Aujourd'hui, nous allons parler de préserver son autonomie en acceptant de l'aide. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés et Adapsia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal, je suis là pour gérer un petit peu les problèmes techniques quand ils peuvent arriver et puis répondre à vos questions dans le chat. Pour vous inscrire à nos visioconférences, donc vous avez le lien, c'est movadom.eventbrite.com. Si vous êtes en train de nous regarder en replay, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis mettre un petit pouce pour dire que vous avez aimé cette visioconférence et poursuivre l'aventure avec d'autres conférences. Sophie, qui est psychologue, va vous présenter aujourd'hui cette thématique. Je vous laisse prendre le contrôle sur la visioconférence. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et à la fin de la visioconférence, comme d'habitude, on ouvrira vos micros à la fin de l'enregistrement pour que vous puissiez échanger avec Sophie. Merci Pascal. Alors j'y vais, j'appuie sur prendre le contrôle. Exactement. C'est enthousiasmant. Une fois que c'est aussi clair que ça, hop. Voilà, parfait. Marche? Ah oui, voilà. Alors, ok. Si je fais ça comme ça. Voilà, là on a changé de slide. Alors le problème c'est que, ah oui, pour faire défiler les slides, je fais comme ça en fait. C'est D'accord. les petites flèches en dessous. Voilà. Bon. Alors moi je l'ai en petit sur mon écran. Est-ce que tout le monde l'a en grand du coup? Tout le monde l'a en grand. Tout le monde l'a en grand. Bon, bah, bonjour à tous, hein. Je ne vous entends pas, mais je vois vos noms sur la liste des participants. J'espère que vous me voyez bien. Voilà, sinon, vous savez que vous pouvez le signaler sur le chat à Pascal. Et je suis assez enthousiaste parce que je sais là qu'on a le temps pour que ça soit un petit peu interactif. Donc voilà, moi je suis psychologue et formatrice. Je m'intéresse beaucoup au domicile. J'ai un cabinet dans le sud de Paris, mais je me déplace aussi au domicile pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Des personnes handicapées moteurs, parfois mentales, et des personnes trop désorientées pour se déplacer. Donc c'est une grande aventure et c'est pour ça que j'ai accepté la proposition d'intervenir sur ces questions. Peut-être aussi parce que, au-delà d'être professionnelle, je suis une personne qui voit aussi la société évoluer au travers de nos familles, au travers aussi parfois de choses qui traversent l'information, hein, comme par exemple ce livre qui a pu être écrit sur Orpea. Alors, quoi qu'on en pense, ça permet de discuter. Ça permet de discuter de qu'est-ce qu'on veut, comment on se souhaite les choses, comment on en parle, comment on s'en parle déjà à soi-même, comment on en parle en couple éventuellement, comment on en parle en famille. Est-ce que de parler de ça, l'avenir, le vieillissement, là j'ai entendu Pascal dire les conférences pour les seniors, hop, on bascule dans la catégorie senior. Alors c'est bien, et puis en même temps, mais autour de moi, que ce soit mes patients ou que ce soit de manière plus personnelle, bah, j'entends les gens dire mais est-ce qu'on est des seniors ou pas? Est-ce que qui on est finalement? Et alors, je trouve ça très intéressant et très passionnant. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat pour dire vos questions, dire vos points de vue, ou à écrire vos questions dans le petit carnet ou la page blanche que vous avez à côté pour les réserver pour tout à l'heure, où on pourra prendre le temps un petit peu d'échanger. Voilà. Moi, j'ai préparé quelque chose. Je vous propose ça comme un support, à la fois psychologique, autour de la notion d'aide et de comment justement appréhender, s'appréhender soi-même comme ayant ou pas besoin d'aide. Et puis, je crois que j'y ai mis aussi un peu de philosophie, un peu de réflexion sur des choses que je trouve intéressantes, que je vous propose comme support pour vous-même vous faire votre propre réflexion, pour vous-même construire à partir de votre expérience, vos savoirs, et pourquoi pas les échanger dans cette conférence. Donc voilà, du coup, j'ai modifié le titre d'entrée de jeu l'année dernière en acceptant certaines aides. Parce que déjà, voilà,
quelles aides j'accepte en fait, mais finalement, c'est quoi mes besoins? Donc, je vous propose d'avancer sur ce chemin qui part en fait de constats. Constat que peut-être la vie est un peu moins facile qu'avant. Je ne sais pas si vous avez senti ça, mais parfois on a l'impression que les choses ripent un peu, qu'elles sont moins fluides. Et on peut peut-être, à certains moments, se poser, puis se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la vie est devenue un petit peu plus compliquée? Alors sur le domicile, moi, ce que j'ai repéré dans mon observation clinique, dans mes discussions avec les gens, j'ai aussi beaucoup travaillé en institution, en EHPAD, en accueil de jour, donc je fais la comparaison. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Diminution des capacités physiques, diminution des capacités cognitives. Alors ça, c'est des gros mots, hein. Donc on va parler simple. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'entretien ménager régulier de ma maison. Peut-être d'ailleurs, vous avez déjà eu dans votre vie des moments où s'occuper de la maison était devenu un peu plus dur. Peut-être que là, ça peut être un champ de questionnement. Est-ce que c'est aussi facile qu'avant? Est-ce que peut-être certaines choses deviennent moins faciles et moins aisées, moins agréables? Passer l'aspirateur, nettoyer les planchers, avancer les petits meubles, laver le bain, changer, laver le bain. Je réagis à, à ce que j'ai mis. Laver la baignoire, changer les draps, préparer les repas, faire les courses. Toutes ces tâches-là, alors vous les faites à votre manière, bien sûr, mais au milieu de ça, il y a quand même un quotidien à assumer. Et peut-être que parfois, les articulations deviennent douloureuses régulièrement, de plus en plus. Le dos fait mal. Dans les choses très très habituelles, hein, les articulations, le dos, l'impression parfois d'avoir envie de se laisser porter, d'en avoir un peu marre de faire tout ça. C'est ce que j'entends moi aussi, avec les gens avec qui je discute. Peut-être pour vous-même, ça se formule autrement. Donc ça va passer tout simplement par les choses du quotidien, le plus grand quotidien possible, les choses de tous les jours. Est-ce que aussi, je me pose de temps en temps pour m'écouter moi-même dans mes réactions? Ou alors est-ce que je fonce comme une locomotive parce qu'il faut faire les choses? Si on se posait 2 minutes. Alors du coup, les difficultés peut-être s'installent, ou certaines, ou des difficultés physiques dans le corps, de la fatigue mentale, j'ai plus envie. J'ai plus envie de me faire manger tous les jours. Moi, j'entends une dame qui me dit ça. Elle me dit, on nous balance des solutions et tout, mais moi, j'ai plus envie de me faire à manger tous les jours. Et puis alors, si je le dis à mes filles, ouh! Donc voilà, ça peut être aussi des oublis de choses récentes. Alors ça, c'est tout à fait normal. Le cerveau vieillit aussi. Et l'un des signes de vieillissement du cerveau, et c'est normal, et c'est sa vie, et ça laisse place à autre chose, c'est que cette fatigue, elle va s'installer sur les oublis récents ou la capacité à se concentrer sur plusieurs choses en même temps. Ça fait partie de phénomènes normaux. Et peut-être que ça crée des besoins pour le bien-être, pour se sentir bien. Peut-être qu'aussi que c'est à l'origine de plus avoir envie de faire les choses tous les jours. En tout cas, ça vaut le coup de s'y intéresser pour comprendre. Des pertes d'attention peuvent s'installer aussi. La difficulté à faire plusieurs choses en même temps. Ça, c'est vraiment du plus grand classique. Parfois, ça inquiète. Et parfois, comme ça inquiète, on n'a pas envie d'en parler. Parce qu'on ne veut pas inquiéter les enfants. Parce qu'on se dit, je dois tout faire tout seul. On a des mécanismes de réaction. Parfois, ce sont les autres qui le voient. Et on a l'impression de se faire critiquer. Ou souvent, ce que j'entends, c'est on me traite comme un enfant. Des remarques inattendues, des décalages d'énergie ou d'envie avec les autres, plus jeunes ou différents, ou ayant des activités de vie différentes, parce que peut-être qu'avec la retraite, les activités de vie sont devenues différentes. Parfois, elles sont valorisantes. Le bénévolat, faire des choses pour les autres, faire des choses dans différents cercles d'expression. Parfois, ça semble difficile à valoriser. On a l'impression de ne plus pouvoir échanger avec nos cercles de proches. Ça aussi, ça peut permettre de prendre un temps pour soi, pour se poser des questions. De quoi j'ai besoin? Je pense aussi à la fracture numérique bientôt. Bien sûr, alors c'est pas tout à fait votre cas puisque vous, vous y êtes hein, sur le numérique, mais en même temps, se mettre dans les visios, essuyer des difficultés, parfois utiliser la visio avec ses proches
ou aujourd'hui, souvent ce que j'entends, c'est faire les démarches administratives. Voilà, ça c'est vraiment ce qui pose le plus de problèmes, c'est les démarches administratives, le plus, puisque tout le monde s'est mis plus ou moins avec le confinement à discuter avec ses petits-enfants en visio. Par contre, c'est pas le cas de tout le monde encore, et pourquoi pas? Chacun son rythme, et chacun sa culture, et chacun ses envies. Et puis, bon, évidemment, toutes les démarches administratives qui, bizarrement, s'accumulent aussi souvent avec l'âge. Peut-être, ça vous fait écho, je vous laisse réagir sur le chat. Du coup, facile à dire tout ça finalement. Mais si ça me doit me conduire à des aides, ah, est-ce que c'est facile de penser d'être aidé? C'est là qu'on rentre dans peut-être la deuxième page de ce chapitre, se rendre compte aboutit très vite à oui, mais à qui le dire, comment et quelles conséquences sur moi. Déjà étudions plusieurs cercles pour essayer de penser la difficulté ou pas à demander de l'aide. Le domicile, déjà, qu'est-ce que c'est? Le domicile, évidemment, le lieu de l'intimité. Le domicile, c'est pas un endroit où on laisserait rentrer tout le monde. Donc, déjà, pour en parler, qui peut entendre? Qui peut constater avec moi? Partager son intimité, c'est loin d'être quelque chose de simple. Ou même tout simplement, on va beaucoup parler du corps, parce que moi je suis une psychologue qui travaille beaucoup avec le corps, mais ce qui est sûr, c'est que dans mon vécu psychologique, mon domicile, c'est comme mon corps, c'est l'intérieur de moi. Donc déjà faire venir un inconnu dans la maison. Merci Nicole pour votre réaction. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer librement, hein, puisque finalement, on partage tous et toute parole est intéressante et relance la réflexion d'autrui, donc n'hésitez pas. Voilà, laissez venir un inconnu dans la maison. Même quand on est chez le médecin, parler de ce qu'on a, on le fait de manière automatique en fonction de l'autorité médicale, mais souvent, en fait, si on y réfléchit, et on en parle de plus en plus, c'est pas si simple de parler de son intimité. C'est pas si simple de répondre à des questionnaires. C'est pas si simple de parler de ses fragilités, de ses vulnérabilités. Surtout qu'on a tous, et surtout à d'autres époques, peut-être que celle de mon enfance, mais moi je suis une héritière d'avant-guerre, hein, donc voilà, il y a beaucoup d'éducation, de modèles éducatifs sur l'indépendance. Et d'ailleurs, c'est normal finalement pour tous d'avoir été éduqués à être autonomes. Donc, parler d'une perte d'autonomie ou d'un besoin d'aide peut aller à l'encontre de modèles qu'on a dans la tête pour être quelqu'un de bien. Et à l'encontre de tout ce qu'on a mis en place pour se débrouiller dans la vie, de son identité sociale, de son identité de soi à soi-même aussi. Donc accepter de l'aide, c'est faire rentrer un inconnu dans la maison. Donc c'est déjà une question de territoire, du territoire de l'intime. Hop, allez, un petit coup de quelqu'un que vous connaissez peut-être, Khalil Gibran, qui a écrit l'immense livre Le Prophète. Votre maison est votre corps déployé. Elle s'épanouit au soleil et dort dans le silence de la nuit. Hop, un autre petit seau de puce. Proverbe français. Mettre de l'ordre dans sa chambre, c'est comme de mettre de l'eau dans son vin, ça gâche tout le plaisir. Autre petite facette de la question de l'intime, du domicile, de qu'est-ce qui arrive dans mon corps, mes habitudes, mon quotidien. Si je commence à vouloir que tout soit recta, bien en ordre, ou que quelqu'un vienne peut-être un peu me contrôler, me juger, vérifier si tout est en ordre, je vais m'enlever quelque chose peut-être là, de mon libre arbitre, de mon plaisir, de mes petits aménagements entre l'ordre et sa limite ou sa transgression possible, qui est en même temps nécessaire pour être soi-même. Donc le domicile, c'est le lieu où à la fois il y a de l'ordre et à la fois je suis moi-même dans mon intimité, c'est-à-dire que j'aménage mon rapport à l'ordre et à la loi. Donc à quel degré, à quel niveau de curseur faire rentrer quelqu'un pour régler les problèmes?
Ah, mettre de l'ordre. A-t-on envie de ranger son intérieur? Je vous laisse entendre les multiples strates de cette phrase. Pour qui voudrait-on ranger? Pour ses petits-enfants, ses amis? Pour faire plaisir aux modèles éducatifs avec lesquels on est plus ou moins d'accord, surtout quand on a toute une expérience de vie derrière soi? Et comment mettre de l'ordre? Comment s'y prendre? Par où commencer? Que penser de quelqu'un qui viendrait t'y aider? Quelle place donner à cette personne? Quel lien avec moi? Avec ce que je suis profondément? Est-ce qu'un service, c'est juste un service superficiel ou alors est-ce que touchant à mon intériorité, mon intimité, finalement, ça ne va pas toucher à d'autres strates de moi? Les gens me disent souvent comment me présenter, quoi dire. Et on critique ceux qu'on appelle les malades d'Alzheimer de refuser d'ouvrir leurs portes à l'aide à domicile, critiquer, etc. Mais finalement, est-ce que des fois on n'aurait pas envie aussi de dire mais non, je ne suis pas toujours prêt à ouvrir ma porte à quelqu'un? Et comment on fait pour créer une alliance? Quel accord, quel contrat relationnel? Quelle distance? Quelle proximité? Alors parfois on a de l'expérience, parce qu'on a eu déjà une aide ménagère, on a déjà eu des professionnels qui sont venus chez nous. Mais comment, dans quel cadre? Comment ils étaient plus ou moins proches? Comment on a pu établir des rituels avec eux, d'entrée, de sortie? Comment établir le curseur entre ce qu'on partage et ce qu'on ne partage pas? Puisque finalement, repasser nos mouchoirs, c'est quand même être mêlé à notre intimité. Et puis évidemment, la grande question de déléguer les tâches à quelqu'un. Donc du coup, on peut avoir des représentations négatives. Des choses comme l'autorité, ça c'est les modèles éducatifs. Le devoir, c'est à moi de gérer toute seule, il y a de plus malheureux que moi. Le savoir, moi je sais mieux qu'il ou elle fait mal, n'a pas le bon savoir-faire, ne reproduit pas exactement comme je voudrais. Et ma liberté là-dedans. Je vous laisse réagir, n'hésitez pas, tout partage sera intéressant. On peut aussi penser à se sentir observé par quelqu'un. Je dois m'occuper de moi seule, par moi-même, ça on l'a déjà dit. Mais se sentir observé, ça fait penser à la dimension de se protéger. Se sentir observé, c'est se sentir jugé peut-être, mais aussi faire venir quelqu'un à l'intérieur qui pourrait observer, avoir un avis, etc., peut parfois, chez certains, générer des sentiments d'insécurité. Insécurité d'être jugé, insécurité, pourquoi pas, de ne pas très bien savoir si on peut faire confiance vraiment à la personne. Parfois, on entend ça chez les personnes très âgées, 85, 90, qui doivent accepter des aides. C'est compliqué, surtout quand on sent vraiment sa vulnérabilité. Comment fera-t-on pour se défendre, en effet? Merleau-Ponty, pour ceux qui aiment l'existentialisme, le corps propre est dans le monde comme le cœur dans l'organisme, c'est-à-dire que tout mon quotidien que je vais partager et ma maison qui est comme mon corps, mais qui souvent aussi concerne des situations où mon corps est engagé. Je suis fatiguée, j'ai des problèmes d'articulation, je ne peux plus faire les courses moi-même. Tout ceci finalement, c'est très physique. Du coup, comme dit Merleau-Ponty, c'est le cœur dans l'organisme. C'est-à-dire que je vais confier mon moteur à quelqu'un. Je vais partager les questions de ce moteur de l'organisme. Et c'est le moteur du cœur. Donc évidemment, il y a de l'émotion. Et c'est normal. Pour continuer à s'appuyer sur le corps, pour nous faire penser un petit peu les enjeux du domicile et de la relation d'aide, c'est le lieu de la liberté ou pas? Est-ce que vous vous sentez-vous à l'aise et libre dans votre corps, à l'aise et libre dans votre maison? Grande question. La maison, le domicile, c'est aussi le lieu du retrait nécessaire, de ne plus être observé ni jugé.
Donc, est-ce qu'on a envie de faire venir quelqu'un? Et comment faire en sorte qu'il soit un allié, tout en étant un tiers extérieur? C'est aussi le lieu de l'autoconservation, c'est-à-dire que ce retrait me permet de me ressourcer, recharger mes batteries, être relié avec mon passé. L'autoconservation. Peut-être que l'autoconservation peut être un allié pour moi. Et peut-être que je puis m'appuyer sur mes ressources d'autoconservation pour accueillir quelqu'un dans la dimension où je le veux, dans la dimension où vous le voulez, juste pour ce qui est bon. Peut-être aussi qu'on peut s'appuyer sur le constat que beaucoup de seniors, comme on dit, peut-être c'est votre cas, ne vivent pas seuls à la maison, mais à plusieurs. Alors on pense au couple, évidemment. L'intimité est le tabou, parler à d'autres de l'intime du couple, accepter qu'un autre aide, voire touche le corps de l'autre, que ça soit en kiné, que ça soit en orthophonie, que ça soit en ergothérapie, qui allie à la fois l'ordonnancement de la maison et à la fois l'intérêt pour les pratiques ménagères, les pratiques de course, engagent quand même le corps, quelque chose de l'intime, quelque chose du regard qu'on a sur soi, de la liberté de mouvement et de choix. Donc, est-ce que je sens que je peux parler de tout et est-ce qu'un couple n'est pas confronté aussi à cette question de partager avec quelqu'un d'autre ce qui était avant du domaine du couple ou vécu comme tel? Quand il s'agit de partager avec ses enfants, qui prennent le relais un petit peu pour trouver les aides, par exemple, est-ce qu'on est prêt à parler de soins corporels avec eux qui touchent soi-même ou l'autre du couple sur des tâches que l'on faisait soi-même avant avec lui ou elle? Est-ce que c'est pas un peu gênant de parler de ça avec ses enfants? Ce qu'on faisait avant par amour et ou par devoir, je vous laisse mesurer l'étendue entre les deux notions, et puis ce que l'on ne peut plus faire, parce que soi-même on est fatigué, parce que soi-même on a besoin d'être hospitalisé ou des choses comme ça. Comment c'est quand on revient à la maison? Comment accepter que ce que l'on faisait avant et qu'on ne peut plus faire soit fait par quelqu'un d'autre? Peuvent arriver, peuvent se joindre à toutes ces questions qui se posent, par exemple sur un retour au domicile après hospitalisation, la culpabilité possible de ne pas s'occuper de l'autre, comme de ne plus pouvoir s'occuper de soi entièrement. La crainte, bien sûr, beaucoup de craintes et elles sont légitimes et normales. La déloyauté, je devais faire ça pour l'autre. Ou alors je devais faire ça parce que j'ai été éduquée comme ça. Et oui, on peut penser, pourquoi pas, à un conflit de loyauté intérieure. Et puis, accepter que quelqu'un s'occupe de soi ou de l'autre, c'est aussi accepter que beaucoup de détails rentrent en jeu, dont le tiers extérieur va se mêler. Les détails de la manière de toucher un corps, de faire avec, les habitudes du quotidien, les rituels de la maison. Tout ceci, en fait, charrie beaucoup de symbolique. Combien de fois est-ce que j'entends dans mon cabinet des aidants me dire, mais ils ne viennent pas à la bonne heure, il faut toujours s'habituer à leurs horaires. Ou alors, oui, mais mon mari, il aime bien telle intervenante, mais pas telle autre. Voire carrément, mais c'est pas du tout comment s'y prendre, hein, ce professionnel. Je suis obligée de me mêler de tout. Voilà. Et là-dedans, quelle que soit la situation, moi je peux entendre sur un plan psychologique toutes les questions qui se posent sur déléguer à quelqu'un d'autre. Déléguer sur tous ces détails, sur toutes ces habitudes, plus ou moins corporelles, sociales ou psychologiques, mais qui ont un sens immense dans ce grand corps qu'est notre maison et notre intimité. Une petite image, parce que l'image parle tout autant que les mots. Je vous laisse vous imprégner de cette image qui peut évoquer plusieurs choses avec les alliances, avec les habits, avec
des petits détails évoquant l'âge et peut-être la différence d'âge ou la relation. Et les conditions pour que partager une intimité dans un soin du quotidien, dans une aide au quotidien, puisse être bien vécu. Peut-être certains d'entre vous connaissent le travail d'Emmanuel Lévinas sur le visage et la singularité d'un être, appréhendable dès la vision du visage, dès qu'on regarde le visage de l'autre. La singularité. Comment la partager avec un tiers extérieur? Comment sentir que l'on est profondément reconnu, qu'on peut être complètement soi-même, et peut-être aussi, dans le sens inverse, qu'on reconnaît celui ou celle qui intervient, au-delà du cadre professionnel, qu'il y a quelque chose de l'intimité qui est en jeu, et que peut-être ça peut se parler, ou ça peut être pris en compte dès les premiers rendez-vous, par exemple, pour être sûr d'être compris dans sa singularité, ou que l'autre, dont on accepte que certaines tâches soient déléguées par rapport à cet autre, que le cadre puisse être posé avec aussi nos ressentis, avec aussi notre identité, avec aussi la singularité. J'introduis ici la notion de dignité avec la singularité. La dignité de la personne trouve son sens dans le fait qu'elle ne saurait être réduite à un simple objet ou à un élément de mon décor. Évidemment, me direz-vous. Mais parfois, j'entends aussi des gens me dire qu'après avoir très bien accepté une aide à la maison, en fait, ils ont eu des réactions après, par exemple. C'est-à-dire l'impression que finalement, les choses se ritualisaient d'une manière mécanique. Ou alors finalement, voilà. Et ce finalement-là, il porte aussi des questions. On a le droit de réagir dans l'après-coup. On a le droit de se sentir devenir comme un objet, avoir peur d'être passif par rapport au regard de l'autre, par rapport aux mains de l'autre, à son travail. Se donne-t-on le droit de l'exprimer? Se donne-t-on le droit de discuter avec la personne qui vient faire quelque chose pour être profondément soi-même? C'est aussi le fameux rituel du petit café. Le petit café pour partager à la maison de manière à être deux personnes qui se rencontrent et que la personne qui accueille est complètement dans une position active. On peut être tout à fait actif sans forcément être en conflit. L'identité, la singularité, la relation. Il va s'agir effectivement de déléguer l'unicité, la préciosité de l'autre, par exemple, si on est un couple ou un binôme. Hein, il y a aussi des frères, des sœurs à la maison, des filles qui habitent avec leur mère, etc. etc. Hein, beaucoup de configurations possibles aujourd'hui. Donc déléguer la préciosité de quelqu'un à l'autre. Quel contrat permettrait de nommer cela? Est-ce que derrière le plan d'aide ou le plan de soins, on s'autorise à dire les questions qu'on a, les ressentis? Comment soi-même rester unique et entier? Comment garantir l'identité du couple? Alors là, je vais introduire une grosse notion de psychologie, la régression. Bah oui, quand une perte d'autonomie apparaît, pour rester dans le couple, hein, mais je pense que c'est la même chose pour tout être humain, qui a été éduqué à être autonome, à être indépendant, à acquérir un pouvoir sur soi, sur sa place dans la société, eh bien, quand on perd de l'autonomie, il y a une forme de régression pour s'adapter. Et au niveau du couple, moi j'ai beaucoup travaillé avec des couples dont l'un est touché par une maladie neuroévolutive du type Alzheimer ou par des dépressions importantes, suite à hospitalisation ou pas, accident, etc. Ben, il y a une régression tout simplement pour pouvoir retrouver une stabilisation, mais peut-être sur un fonctionnement un peu plus primaire. C'est comme reculer, pas pour mieux sauter, mais pour mieux se défendre, pour s'appuyer sur l'autoconservation.
Alors, que faire de cette notion-là? Eh ben, on régresse pour maintenir l'image devant les autres, alors qu'au quotidien, c'est plus ça. Au moins à certains moments, ben, on régresse en masquant une partie de soi, en faisant semblant. Et c'est ce qu'on fait tous, hein, beaucoup, avant de se poser ou qu'on ait un problème plus grave qui va nous obliger en fait à nous exprimer. On s'appuie sur le regard des autres pour tenir, surtout quand on a des enfants par exemple, ou des amis, des engagements. Il faut leur montrer le bon visage, celui qu'ils veulent voir, mais est-ce qu'on est vraiment fidèle à soi-même là? Est-ce qu'on est relié à soi-même? On se dit le temps que je m'adapte? On s'occupe de l'autre à sa place, on glisse vers des tâches maternantes, on accepte parfois que l'on s'occupe de soi, mais on se demande si du coup on n'a pas glissé vers un besoin de maternage nous-mêmes. Est-ce que accepter l'aide de l'autre, c'est pas régresser trop? Mais moi je vous retourne la question, est-ce que refuser toute aide n'est pas aussi une forme de régression? En se clivant en deux pour continuer à correspondre à l'image qu'on a toujours donnée, mais qui ne correspond plus à ce qu'on ressent. En se fermant à ses vrais besoins, en s'installant dans des stéréotypies, des choses répétitives, ou parfois, pourquoi pas, en évitant, en banalisant. Nous verrons tout à l'heure le type de défense que l'être humain a dans sa boîte à outils pour se protéger de cette régression-là. Reconnaître qu'on est en perte d'autonomie, c'est doublement pas facile. Pourquoi j'ai mis doublement? Hop, on avance. Bah déjà, il y a l'image de soi. Évidemment, reconnaître une perte d'autonomie, même petite, peut bouleverser beaucoup. Qui suis-je? Est-ce que je suis seulement un corps? Comment ça concerne mon statut social, quand on a eu des grosses responsabilités notamment? Le métier, la condition administrative, par exemple être citoyen, voter, par exemple si on reçoit déjà des aides administratives ou si on en demande, est-ce qu'on est prêt à ça? Qu'est-ce que ça vient toucher? Des choix de vie, l'origine qu'on a, le lieu où l'on est né, son origine culturelle, le groupe, les liens. On est aussi une image. Est-ce qu'on se réduit à son image? Un miroir, ce que l'autre voit en moi. Alors là-dedans, dans ces multiples facettes de l'identité et de ce que vient toucher la reconnaissance du besoin d'aide et l'acceptation de l'aide, il y a aussi la notion de fragilité. Quel besoin la fragilité fait-elle surgir? Donc accepter les aides, beaucoup de questions en termes d'identité, de délégation, de lien avec l'intime du domicile, les modèles éducatifs où l'on a été, mais aussi passer dans l'évaluation de ses propres besoins par rapport à une fragilité. Donc, comment me dis-je que je deviens fragile? Alors, pour se réappuyer une dernière fois sur l'intimité pour avancer, peut-être qu'on peut se dire, en se questionnant sur comment aborder mes fragilités, comment les traduire en besoin, bah, que l'intimité, c'était l'idée au 19e d'un ami confiant, c'est-à-dire un ami dont on est sûr, en qui l'on a foi, se confier, se fier à quelqu'un d'autre. C'est la particularité du lien à cet ami qui est de confiance totale, par rapport à ce qui est le plus profond, le plus intérieur, le plus en dedans. Donc on voit que confier quelque chose de son corps ou de son intimité, même administrative, à quelqu'un, ça va toucher à un besoin de relation de confiance profonde, qui va toucher à différentes strates. Et que si cette confiance-là, je ne la ressens pas, eh ben, j'ai un sentiment d'étrangeté, un sentiment de quelque chose qui peut me bouleverser profondément. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles, très souvent, on refuse l'aide ou on ne demande pas l'aide. C'est parce qu'on n'a pas envie d'être bouleversé dans des choses aussi profondes que la confiance, qui va toucher à des strates très profondes de soi, en fait. Pas seulement parce qu'on ouvre le domicile, mais parce qu'on ouvre l'ouverture sur tout ce qui y touche. On peut aussi penser par rapport à sa notion de fragilité et à la régression pour mieux encaisser les chocs
Mais du coup, est-ce qu'on prend le temps d'écouter, d'observer ses propres besoins? On peut aussi se dire que ces notions-là donnent une connotation plus importante à la notion de confiance. Confier mes fragilités à quelqu'un. Ah, je vois plus mes diapos. Ah oui, je sais comment faire, d'accord, j'ai rien dit. Voilà. C'est bon, on peut revenir à avant, c'est bon aussi. Je vais faire rentrer quelqu'un dans mon univers familier. Si on écoute aussi l'étymologie du terme familier, familiaris, le familier est celui qui fait partie de la maison et par extension l'ami. L'intime soulève ici l'idée d'appartenance, c'est-à-dire être ami, être relié, faire partie d'une relation qui a beaucoup de sens ou faire partie d'un groupe. Pourquoi j'ai travaillé là-dessus, sur ces notions-là? Ben parce que un jour, quand j'ai travaillé en maison de retraite pour la première fois, j'ai eu du mal. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes de 75, 80, 90 ans, 93, finalement, me répétaient toujours la même chose, venaient peu me voir et sollicitaient très peu mon aide. Et c'est quand je suis partie qu'une dame m'a écrit un petit mot sur une carte où elle disait tout le bien qu'elle avait pensé de ces rendez-vous pourtant si répétitifs, où j'avais l'impression qu'il ne se passait rien. Et elle a signé en écrivant «Je vous fais mes amitiés». Et là, j'ai compris tout ce que j'avais pas vu en un an de travail dans cette maison de retraite. Ce lien de l'intime qui ne se dit pas forcément, mais qui renvoie à des choses très profondes. À qui, à quoi on appartient quand on partage la confidentialité, l'intime. Du coup, effectivement, on va partager le miroir, la sécurité, la propriété aussi. Tout à l'heure, on ira sur les besoins de Maslow, pour ceux qui connaissent. Euh, Comment est-ce que je partage ma propriété, mon argent, mes affaires à moi? On partage et on se fie sur les questions d'intimité de vie, d'intimité de proximité. On partage et on se fie à l'autre sur le lieu vécu comme un corps propre. Du coup, comment peut-être développer un peu sa boîte à outils pour aller vers ce lien-là, peut-être un jour, qui apporte des choses au lieu de diminuer. Voilà, mon ami Maslow. Alors Maslow est très connu dans le soin, c'est un psychologue qui a travaillé notamment sur la notion de motivation. Donc voilà, hein, comment on se motive pour évoluer, changer dans sa situation pour aller vers un mieux-être. Et ben en fait Maslow avait bien compris que c'était pas si simple. Donc j'aimerais bien l'avoir en grand. C'est possible de me mettre la diapo unique, que je puisse l'avoir en grand pour lire dessus, Pascal? Ou juste comme c'était avant? Voilà, en plus gros. Donc, si vous voyez, la pyramide de Maslow est très, très connue aussi du monde du management, de l'entreprise, puisqu'elle travaille, voilà, sur les processus de changement, la motivation. Et pour ça, il faut que pour tout changement, eh bien, ça puisse correspondre à des besoins. Sinon, ça n'a ni queue ni tête et ça ne fonctionne pas. Donc, cette pyramide, on peut la prendre dans tous les sens. En général, on la voit comme la pyramide de Gizeh, c'est-à-dire qu'à la base, vous avez les besoins les plus primaires, hein, de ce qu'on appelle de maintien de la vie, c'est-à-dire que moi, j'appelle les besoins de carcasse, c'est-à-dire comment ça fonctionne, le corps, comment fonctionnent les besoins primordiaux, les fonctions primordiales, qu'on appelle aussi végétatives, hein. On peut penser au corps humain ou au bébé qui naît, hein. Le cœur fonctionne, la respiration, hop, les poumons gonflent au sortir du ventre de la maman, etc., à l'accouchement. Le bébé pédale et sait déjà marcher, c'est après qu'il va désapprendre à marcher, pour ceux que ça intéresse. Le bébé sait nager, le bébé crie, etc. Donc, ça fonctionne. La base de la pyramide de Maslow, c'est ça. Donc, les besoins physiologiques, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, pour ça, je vais souvent penser à l'importance de manger, mais aussi de bouger, de pouvoir dormir, alors, maintien de la vie, je ne dirais pas forcément se vêtir, parce que certaines personnes vivent quand même très très peu vêtues dans certaines parties du monde. Donc c'est l'accord entre évidemment la température, l'environnement matériel, la capacité à pouvoir fonctionner plus ou moins vêtu, mais en tout cas à pouvoir fonctionner pour le maintien de la vie.
Je rajoute, moi, sans problème, la sexualité dans cette partie-là de la pyramide de Maslow, parce que s'il n'y avait pas de sexualité, de gamètes qui se rencontrent et qui font des embryons humains, nous n'existerions pas. Donc je pense que c'est aussi une question de préservation de l'espèce, une question de création de la vie, une question de début et de fin de la vie, qui fait aussi partie du plus matériel, du plus quotidien, du plus évident, et dont on connaît beaucoup en ce moment avec la pandémie et plein d'autres choses, dont on connaît aussi la fragilité. Donc la base de Maslow, c'est ça. Et ça permet de questionner toute une strate où je suis et où je peux questionner est-ce que je suis dans un bon équilibre là-dessus ou pas. Et puis, quand on avance dans la pyramide de Maslow et quand on grimpe les étages, même s'il n'y a pas de besoin plus important qu'un autre, c'est plutôt du plus corporel au plus social en fait, je vais aller dans la notion de sécurité. Maintenant que mon corps fonctionne bien ou celui du bébé fonctionne bien, est-ce que la sécurité est assurée? Sécurité de la propriété, du logement, du corps, tout ceci sont des équivalents que je vais vivre de la même manière. Et donc, qu'est-ce qui assure la sécurité à l'intérieur de moi? Le cerveau reptilien. C'est celui en haut de votre colonne vertébrale qui dit ça va pas, danger, pas danger. Voilà. Et c'est pour ça qu'avec de petits détails et de petits symboles, mais qui vont pour moi vouloir dire ma sécurité, que je peux avoir des grosses réactions. Et c'est pour ça que je vous parlais des petits détails, des rituels et des symboles avant. Si vous allez sur le site Papidoc, Papidoc, vous verrez une très belle pyramide de Maslow, sauce projet de vie, sauce avoir un certain âge, pas forcément avoir les mêmes besoins que quand on avait 20 ans, 40 ans, pas forcément avoir envie des mêmes choses. Ah laissez-moi la pyramide de Excusez-moi, Maslow. j'ai cliqué au mauvais endroit. Donc voilà pour la sécurité. Et si on avance, on arrive sur ce fameux besoin d'appartenance. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? De quel groupe? De quelle famille? De quelle origine? De quel lieu? Par quelle culture ai-je été modelé? Et même mon corps a été modelé par ma culture. Quelles sont mes valeurs profondes? Est-ce que je suis vue? Est-ce que je suis reconnue? Et là, on peut penser à toute la dimension de la solitude à la maison, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'isolement, grand facteur de précarité au-dessus de 70-75 ans. Est-ce que je suis vue par quelqu'un tous les jours? Est-ce que mes proches viennent me voir? Est-ce que, si ce n'est pas mes proches, une association, des gens, des amis? Être vu, c'est exister. Être appelé au téléphone. C'est cette strate de l'appartenance qui est vraiment la reconnaissance par les liens proches, les amis, et qui va assurer un sentiment d'existence primordial. Pour revenir sur la pandémie, on s'est rendu compte avec le confinement que quand il n'y avait pas de contact sensoriel, quand on ne voyait pas le visage en entier, quand on ne pouvait plus se toucher, quand on ne se voyait pas tous les jours ou qu'on n'avait pas une visite tous les jours, alors il y avait des réactions qui pouvaient être parfois très importantes, de dépression, d'anxiété, d'impression de se replier sur soi, puis parfois d'avoir du mal à en sortir. Donc la stimulation sensorielle ou proche de cette dimension des relations de proximité est absolument nécessaire. Et puis c'est bien sûr l'affectivité primaire, primordiale, première. Après, Maslow a parlé d'estime de soi, c'est-à-dire cette reconnaissance, mais plus par ce que je fais, par mes productions dans la vie, que ce soit le travail, les activités, l'image de soi plus sociale, etc. Souvenez-vous que l'on dit estimer un tableau, c'est-à-dire donner une valeur. Est-ce que je sens que j'ai de la valeur? Et ça va direct dans la relation d'aide. Est-ce que j'ai encore de la valeur si j'accepte d'assumer une fragilité, d'assumer que quelqu'un vienne m'aider à la maison? Maslow termine par l'accomplissement de soi, qui est aussi appelé actualisation, c'est-à-dire comment on s'actualise avec tous ses besoins. Est-ce qu'on a encore toutes ses compétences ou pas? Vous voyez à quel point ça touche à notre sujet. Et est-ce que pour s'actualiser, c'est-à-dire de vivre dans le meilleur équilibre possible bio-psycho-social, qui est la définition de la santé, quel que soit son état, son handicap ou pas,
la meilleure homéostasie biopsychosociale? Est-ce que mon actualisation est possible en fonction de ce que je suis, de ce que j'ai ou de ce que je n'ai plus, à ces 3 niveaux-là? L'accomplissement de soi, c'est ça, c'est chercher le meilleur équilibre en fonction de son état, c'est-à-dire de ses besoins. C'est pour ça que les plans de soins, les plans d'aide, pourquoi pas les plans de ménage, devraient prendre en compte, peut-être, question que j'ouvre, cette lecture de ses besoins et pourquoi pas utiliser la pyramide de Maslow. Du coup, si c'est difficile pour moi de me rendre compte de mes besoins, de les exprimer ou de les partager avec quelqu'un de proche ou de plus un tiers professionnel, et ben du coup, je vais me défendre. Et souvent d'ailleurs, dès que la fragilité se pointe, les défenses se mettent en place. Donc ça rentre aussi bien évidemment dans la question, est-ce que je me rends compte de mes besoins? Est-ce que je peux les partager avec quelqu'un? Alors peut-être vous vous reconnaîtrez. Les défenses servent toujours à s'adapter. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des régressions, un pas en arrière pour pouvoir se protéger par rapport à une crainte, la crainte de la fragilisation, etc. Protéger ses besoins vitaux, bah oui, c'est la base de la pyramide de Maslow. Par exemple, on ne va pas se montrer à un médecin, vous avez sûrement déjà entendu la phrase « je vais passer le médecin, ça rend malade hein ». Ou alors « je ne vais pas à l'hôpital parce que l'hôpital, ça sert à mourir ». C'est moins drôle, mais n'empêche que là, il y a des belles défenses. Protéger ses besoins vitaux. Protéger sa sécurité. Et je vais me cliver en deux. Ah, il y a tels intervenants qui sont bien et puis d'autres qui ne sont pas bien du tout. Les bons objets, les mauvais objets. Je vais projeter mon angoisse, ma colère sur autrui. Voilà, bah l'autre, ah vraiment, elle travaille n'importe comment. Hein. Bah voilà. Et ça, c'est peut-être vrai, mais ça cache peut-être aussi une difficulté à accepter d'être regardé comme ça, par exemple, qui en fait est dans sa tête. Le déni. Oui, je sais bien que j'ai très mal aux articulations et que je fais plus les courses qu'une fois par semaine. Ou alors que c'est tellement dur pour moi parce que ça remplit mon caddie énormément de faire le marché qu'une fois par semaine et ça me fait mal au dos et tout ça. Mais je m'en sors encore et puis il y a des plus malheureux que moi. Ça, c'est du déni. La dénégation, c'est je ne fais pas ça, je ne dis pas ça, je ne pense pas cela. Peut-être ça vous est arrivé de démarrer des phrases comme ça. Et puis on parlait de l'évitement, de l'isolement, du repli sur soi. Tout ceci sont les défenses pour s'adapter quand on a des besoins, mais qu'on a du mal à s'en rendre compte ou à les partager avec quelqu'un d'autre. C'est tout à fait normal. L'important, c'est peut-être juste de s'en rendre compte, d'être conscient et présent à sa propre vulnérabilité pour aller vers l'autodétermination, c'est-à-dire reprendre du pouvoir en changeant peut-être son fusil d'épaule, en acceptant certains changements pour rester quelqu'un d'actif au travers de ces transformations. Prendre conscience de ses fragilités, de ses besoins d'aide, prendre conscience de ses besoins relationnels dans la collaboration, être dépendant ou, au contraire, être actif dans la relation d'aide. Trouver les mots pour s'exprimer authentiquement, apprendre à demander de l'aide, même si on n'a pas été éduqué comme ça du tout. Mais peut-être que certains de vos proches ont appris à demander de l'aide et pourraient vous aider à apprendre. Des associations, un monde qui bouge, un monde qui change. Alors, Aujourd'hui, excusez-moi, Sophie, il faut reprendre la main sur la diapositive, sur la aïe, présentation. Non, non, c'est toujours moi qui ai le contrôle. et alors du coup, Il faut recliquer sur le bouton. Voilà, parfait. ah, j'avais pas vu qu'il n'y avait plus la main. D'accord. Euh, Il y aurait fort à dire sur toutes les associations, les mouvements pour le logement des seniors, les logements intergénérationnels, les autres formes de vie aux EHPAD, et puis le développement des EHPAD eux-mêmes, qui sont aussi parfois des lieux très très bien et où il se passe beaucoup de vie. Je vous donne juste une autre petite astuce, c'est d'aller voir du côté de l'association Hold Up, dont vous voyez la présentation là, et qui s'exprime pour que les choses bougent, pour que les seniors s'expriment, plutôt qu'on décide et qu'on parle à leur place. Faire partie de groupes, s'exprimer, aller à des ateliers, faire du bénévolat, s'entraider pour mieux s'en sortir avec le numérique.
Faire le point sur soi, avec quels moyens, plus ou moins adaptés à sa propre personnalité, sa propre histoire, ses propres envies. Se mettre en projet. Est-ce qu'on a été voir du côté de ses amis, du bouche à oreille dans le quartier, des réseaux divers existants? Est-ce qu'on connaît les associations et les seniors experts? Je vous ai dit Hold Up, il y a aussi Colette Hénard. N'hésitez pas à être curieux de ce côté-là. Les associations pour les aidants familiaux aussi, si c'est votre cas. Un ou une psychologue pour faire le point en toute confidentialité. Le CLIC, c'est-à-dire le réseau national d'aide et d'accompagnement pour justement trouver les réponses à ses besoins à domicile à partir de 60 ans. La M2A, comme ça se dit à Paris. Pouvoir se dire que oui, il y a du décalage d'âge avec les intervenants, avec pourquoi pas des jeunes étudiants. Vous savez que maintenant, il y a des équipes citoyennes avec des étudiants, entre autres, hein, qui se déplacent à domicile pour tout un tas de trucs. Et pourquoi pas? Et finalement, comment vous diriez-vous? Comment vous feriez-vous votre propre sauce, comme j'ai envie de dire, hein? Prendre appui sur ses ressources pour appréhender sa fragilisation. Peut-être ça conseille aussi faire le deuil de quelque chose? Transformer le quotidien pour s'adapter au temps présent. Accepter de se supporter? Quoi? Et vous? Comment le diriez-vous? Et quelle serait la marche suivante pour vous, pour grimper l'escalier ou aider quelqu'un d'autre à le grimper? Voilà! Merci, Sophie. J'ai essayé d'être Très, bref, hein. très enrichissant, très intéressant. Je vous invite, avant de clôturer cette visioconférence et d'ouvrir vos micros pour que vous puissiez interagir avec Sophie, puisque je pense que vous avez quelques commentaires, notamment Nicole. Je vous invite donc à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le lien bleu. Cliquez ici. Je vous mets également ce lien dans la barre de conversation. Ce questionnaire de satisfaction, c'est important de le remplir pour nous, puisque ça permet de faire un retour à nos financeurs, donc la conférence des financeurs du département de l'Allier aujourd'hui. Et puis également, vous avez un champ libre qui vous permet de donner d'éventuelles thématiques que vous souhaiteriez que nous abordions dans d'autres visioconférences. Je vous parle très rapidement de tous les projets de Gwendoline et puis de Movadom. Donc la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver, où vous pouvez retrouver tous nos replays. Le replay d'aujourd'hui sera disponible dès cet après-midi. Vous avez le lien pour vous inscrire à toutes nos visios. N'hésitez pas à le partager. Donc c'est movadom.eventbrite.com. Si vous trouvez nos visioconférences intéressantes, partagez ce lien. Comme ça, vos proches, vos amis pourront également y participer. Et puis, les 2 livres audio et podcasts coécrits avec Isabelle Palassin, psychologue, sur le déménagement des seniors et les différents lieux de résidence des seniors, téléchargeables gratuitement sur le site movadom.com. On se retrouve après-demain pour une visioconférence numérique sur le stockage des documents numériques. Donc, ça sera le 9 juin à 10h30. Encore merci au département de l'Allier, à la conférence des financeurs. Si vous avez des questions, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com et on se retrouve très vite.